BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé pour cette émission spéciale diabète. Vous le savez, le diabète, c'est trop de sucre dans le sang, on appelle ça l'hyperglycémie. Et ce diabète est devenu une pandémie dans nos pays occidentaux, mais aussi dans les pays émergents qui ont changé leur mode de vie avec le boom économique. Le problème avec le diabète, c'est que c'est une maladie silencieuse, sans symptômes jusqu'aux complications, donc difficile à dépister. D'où l'intérêt de sensibiliser le grand public, mais aussi les médecins, en particulier les médecins généralistes au centre de la chaîne santé et qui travaille avec les différents spécialistes impliqués par l'incidence du diabète. Aujourd'hui, j'ai un plateau de rêve pour parler de ce fléau mondial. Roux Bastien, directeur général de la Fédération française des diabétiques. Bonjour. Le professeur Lise Bordier, diabétologue. Bonjour. Mon général, bonjour. Il fallait que je la sorte. Chef du service d'endocrinologie des maladies métaboliques de l'hôpital d'instruction des armées et membre de la Société francophone du diabète. Le professeur Patrick Assayag, cardiologue à l'hôpital Bicêtre. Bonjour. Le professeur Éric Tervé, néphrologue à la HEGP. Bonjour. Et enfin, le docteur Olivier Simon, neurologue et directeur de l'unité médicale maladies chroniques chez Boehringer Ingelheim, qui va nous rejoindre en fin d'émission. Check-up santé, c'est parti. Lise Bordier, rebonjour. Bonjour. Alors, vous êtes diabétologue, vous avez même écrit pas mal d'ouvrages, dont le dernier, c'est ça, c'est un livre grand public. Oui, c'est un livre grand public, exactement. Diabète, tout ce qu'il faut savoir. Oui, tout à fait. Il a bien marché ? Il a marché, oui. Bon, c'est important quand même. Oui. Quelle est la situation en France d'abord du diabète ? Alors, la situation en France du diabète, le diabète augmente. On estime en France aujourd'hui qu'il y a à peu près 3,5 millions de personnes qui vivent avec un diabète, principalement des patients qui vivent avec un diabète de type 2. Ça fait 5% à peu près de la population. Diabète de type 2 représente 90% à peu voilà, près 90% des patients qui vivent avec un diabète. Et la prévalence, elle est en augmentation. C'est une maladie qui augmente tous les ans. Pourquoi ? Parce qu'on a changé notre mode de vie. On a une alimentation qui est trop riche en graisse, on fait moins d'activité physique, et aussi parce que la population vieillit. Et il y a un lien entre le vieillissement de la population et l'apparition du diabète. En gros, ça fait 400 nouveaux cas par jour de diabète. Et plus embêtant, il y a 600 000 patients qui vivent avec un diabète et qui l'ignorent. Et donc, ces patients-là ne sont pas pris en charge et la maladie évolue. Et évidemment est à risque de développer des complications. D'où l'intérêt de sensibiliser la population. C'est la même chose dans le monde ? Oui, dans le monde, c'est la même chose. Et les prévisions sont loin d'être optimistes. Ouais. À ce jour, dans le monde, il y a à peu près 460 millions de diabétiques. Et les prévisions pour 2045, c'est 700 millions. Donc vous voyez que la prévalence, le nombre de diabétiques va vraiment croissant. Et je le disais en intro, c'est surtout aussi ce boom économique de pays émergents qui ont changé. C'est ça, c'est la modification de notre mode de vie, beaucoup qui explique l'augmentation de ce diabète. Bastien Roux, donc vous êtes directeur général de la Fédération française des diabétiques. Oui. Quelle est la mission déjà de votre institution, de votre fédération ? Alors, donc nous, on est une fédération d'associations composée d'une centaine de structures réparties dans la plupart des territoires en France et dans les DROM, et d'un siège fédéral avec 3 missions principales. La première, c'est d'organiser des actions de prévention, d'informer et d'accompagner les personnes touchées par le diabète. La deuxième, c'est de défendre individuellement et collectivement les personnes touchées par le diabète. Il y a pas mal de discrimination, il y a aussi beaucoup d'informations des patients qui sont beaucoup de demandes d'informations de ces patients. Et la troisième, c'est de soutenir la recherche, soit en soutenant la Fondation francophone de recherche pour le diabète, soit en menant nous-mêmes des études sociologiques pour mieux comprendre les besoins et attentes des personnes. Alors justement, vous qui êtes au contact direct avec les patients, il y a combien d'inscrits dans votre fédération ? Alors, dans cette association de fédération, dans cette association, je pense qu'il faut compter à peu près 10 à 12 000 membres qui sont membres des associations locales. Donc ça, c'est des personnes qui vont s'inscrire, qui vont être adhérents à des structures locales. Mais la fédération touche beaucoup plus de monde que ça. À titre d'exemple, on a un site internet qui a un trafic qui touche 200 à 250 000 visiteurs uniques par mois. On envoie une newsletter à entre 50 et 60 000 personnes. Une page Facebook aussi qui a
une forte audience. On est en capacité vraiment de... Fédération française de... Fédération des diabétiques. Fédération des diabétiques. D'accord. Avec tout un tas d'informations sur le diabète, les complications. Et justement, vous qui êtes, je disais, au contact indirect avec les patients, qu'est-ce qui vous revient le plus? Que vous disent les patients diabétiques? Ils nous disent beaucoup de choses. En fait, en fonction des situations de vie, ils peuvent nous faire part de solitude, d'incompréhension par rapport à la maladie, d'incompréhension par rapport à leurs proches, difficulté de communiquer sur le diabète. Il peut y avoir de la solitude, il peut y avoir de la stigmatisation. On parle de discrimination, notamment pour le diabète de type 1, avec des métiers qui sont interdits statutairement. Il y a vraiment des problématiques qui sont importantes, qui nous sont communiquées. Actuellement, il y a un foisonnement d'innovations, notamment sur... Justement, ils sont intéressés par ces innovations? Est-ce qu'ils en profitent déjà ou pas? Est-ce qu'ils ont l'air d'en profiter? Alors, en profiter, c'est difficile de dire qu'on en profite alors qu'on vit avec une maladie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais en tout cas, la mesure du glucose en continu qui s'est démocratisée à partir de 2016 a vraiment été une révolution majeure pour un très grand nombre de patients. C'est-à-dire que là, actuellement, il y a peut-être 300 ou 400 000 patients qui en bénéficient, qui n'ont plus besoin de se piquer 5 à 6 fois par jour pour connaître leur glycémie et qui ont un dispositif vraiment pour mieux comprendre ce qui se passe. Et ça, c'est extrêmement important. Et il y a également des dispositifs de boucle fermée hybride qui commencent à être accessibles à certains patients depuis le début de cette année ou la fin de l'année dernière. Et vous constatez une différence, de traitement de ce diabète en fonction du niveau social? Ah oui, en fait, dans le diabète de type 2, c'est vraiment très important de distinguer diabète de type 1 et diabète de type 2. Dans le diabète de type 1 qui nécessite absolument l'insuline. Exactement. Parce que le pancréas ne fabrique plus du tout d'insuline. Donc diabète de type 1, pour lequel, à ma connaissance, il n'y a pas de gradient social. C'est une maladie auto-immune qui touche indistinctement en fonction de... pour lequel il n'y a pas de gradient social. Diabète de type 2, il y a malheureusement une très forte corrélation entre niveau socio-économique, développement de l'obésité, développement de diabète de type 2. Il y a des études qui ont été menées et il y a un facteur 3 qui différencie des personnes à la CMU des personnes au régime général. C'est-à-dire quand vous êtes à la CMU, vous avez 3 fois plus de chances de développer un diabète de type 2. Une fois que vous avez ce diabète, vous avez 3 fois plus de chances de développer des complications liées à ce diabète. Donc on parle vraiment d'une double peine de personnes en situation de grande précarité. Alors justement, Patrick Assaï, on le sait, le diabète, c'est quelque chose de global. Oui. Le diabète, c'est pas seulement une augmentation, un chiffre, une hyperglycémie. C'est beaucoup d'atteintes cardiaques, c'est beaucoup d'atteintes rénales, que l'on verra sûrement tout à l'heure. Et il y a tellement de complications cardiaques et de morts d'origine cardiovasculaire chez les diabétiques qu'il y a un professeur anglais qui a donné cette définition du diabète. C'est une maladie cardiovasculaire avec trop de sucre dans le sang. Voilà, bon, c'est une boutade. Il fallait bien que les cardiologues prennent le lead. Voilà, mais c'était un diabétologue. Voilà. Non, il y a beaucoup de complications. Après, ceci a créé un rapprochement des diabétologues et des cardiologues sur la prise en charge. Quelles complications, d'une manière générale? Alors, il y a 2 types de complications. Il y en a une famille qui est très connue, c'est les atteintes des artères. Donc, c'est la fameuse athérosclérose. Et donc, c'est les infarctus, ou les infarctus du cœur, ou les infarctus cérébraux, c'est-à-dire la paralysie. C'est aussi les atteintes des artères de jambes. Donc tout ça est très méchant. Et puis, c'est moins su, mais ça fait beaucoup d'insuffisance cardiaque. Et beaucoup de causes de mort chez les diabétiques, c'est de l'insuffisance cardiaque aussi. Pas que les artères. Éric Tervet, vous êtes à Pompidou. Oui. Vous aussi, vous êtes hospitalier. Donc, oui. Vous aussi, le diabète, vraiment, vous y êtes confronté tous les jours? Le diabète, on est confronté tous les jours, mais enfin, comme les généralistes, évidemment, les diabétologues, ça va de soi, les cardiologues. Donc oui, on est confronté tous les jours parce que justement, ça donne des atteintes des gros vaisseaux, ça donne aussi des atteintes des plus petits vaisseaux. Alors, c'est pas le seul mécanisme, on n'est peut-être pas la peine de rentrer dans les détails. Les yeux, quand même, il faut en parler, mais là, il n'y a pas d'ophtalmo, donc on ne va pas en parler. Et puis, malheureusement, également le rein, avec un risque important, et ça représente un peu plus de 25% des patients qui ont une maladie rénale chronique, on pourra y revenir, ont un diabète. Ce n'est pas toujours le diabète, mais 25% ont un diabète, et donc c'est tous les jours.
Oui, chaque consultation. Vous ne voyez pas les patients en néphro. Hein. On a toujours dit, dans le milieu de la santé, vous étiez les intellos parmi les médecins. Il suffit de me voir. Je crois que c'est à peu près évident. On a l'impression que vous voyez les patients vraiment un stade plutôt terminal ou pas? Non, alors c'est deux choses qui sont un petit peu différentes. D'abord, c'est extrêmement silencieux, la maladie rénale chronique. D'où le problème de la sensibilité. Donc, le problème de dépistage qui est absolument majeur, et donc avec le rôle central, tu l'as déjà dit, mais du médecin généraliste qui est vraiment très important, oui. Très, très important avec... Alors, c'est là où peut-être on est un télo, mais ça m'étonnerait, c'est que si là, c'est le sucre qui est élevé, nous, ça va être deux marqueurs très simples. La créatinine avec une estimation comme ça de la fonction rénale, et puis des protéines dans les urines. Donc il suffit de donner un petit échantillon d'urine, et puis comme ça, on peut savoir s'il y a le début d'une atteinte rénale. Ça fait partie d'ailleurs pour l'HAS de ce qu'il faut faire pour dépister les maladies rénales, en particulier donc dans la population diabétique. Et à ce moment-là, on peut faire des choses. Et quand je dis on, c'est pas obligatoirement d'ailleurs les néphrologues, hein, parce qu'à la limite, quand on dit on arrive tard, c'est on préférerait arriver plus tôt ou que les patients diabétiques soient pris en charge pour éviter les complications. Donc ces différents spécialistes, cardio, néphro, endocriniens, ils collaborent vraiment? Oui, parce qu'on a les mêmes malades en fait. Oui. On soigne les mêmes patients et en fait les complications s'aggravent mutuellement. C'est-à-dire le patient qui va avoir une maladie rénale chronique, il est à très très haut risque de développer des complications cardiaques. Et voilà, tout est extrêmement lié et c'est pour ça qu'il faut une prise en charge vraiment globale du patient qui vit avec un diabète. On peut dire que le chef d'orchestre, c'est le médecin généraliste? Ah oui, la personne la plus importante, c'est le médecin généraliste parce que c'est lui qui va dépister le diabète. On a déjà dit que c'était silencieux, donc il va falloir dépister chez les patients qui ont des facteurs de risque, dépister les complications. Le rein, c'est silencieux, l'œil, c'est silencieux. La maladie coronaire, ça peut être silencieux. Donc c'est vraiment le chef d'orchestre qui est au cœur de la prise en charge du patient qui vit avec un diabète. Les patients vous disent qu'ils sont facilement, en cette époque de pénurie de médecins, de difficultés d'accès à la médecine, est-ce qu'ils sont confrontés à est-ce qu'ils vous disent qu'ils ont du mal à joindre les... Oui, le parcours de soins, c'est vraiment une très grosse problématique. C'est, comme vous le mentionnez, 87% des patients diabétiques de type 2 ont comme référent principal un médecin généraliste. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas de diabétologue, ou quand ils vont voir le diabétologue, ils sont en stade avancé, où ils passent sous insuline, enfin. Ce qui fait que pendant tout un temps, ils ne voient que le médecin généraliste, ce qui est très bien quand le médecin généraliste peut accompagner cette maladie chronique. Bien sûr. Une consultation chez le médecin généraliste, c'est 17 minutes en moyenne. Est-ce que c'est possible, dans ces 17 minutes, de tout caser? La bobologie, le développement de la maladie, l'accompagnement, le check-up sur les examens. Il y a beaucoup d'examens à faire sur les reins, le cœur, les yeux, tous les ans, tous les 2 ans. Et c'est assez compliqué, déjà parce que le médecin généraliste, il ne peut pas tout faire. Parfois, il est débordé parce qu'il est dans des zones sous-denses. Et quand il fait ça bien, au niveau de l'adressage, ça peut pêcher parce que le médecin spécialiste n'est pas forcément disponible ou la personne diabétique est parfois simplement perdue ou si on lui dit pour voir un cardiologue, il vous faut patienter pendant 1 an. Il peut se passer beaucoup de choses pendant 1 an, on peut oublier, passer à autre chose. Et donc, c'est vraiment une problématique très très importante. Je pense que tous les professionnels de santé sont de très bonne volonté, veulent collaborer. Après, ils ont des charges de travail qui sont assez importantes. Donc, en termes de fluidité, voilà. Lise Bordier, mon général. Lise Bordier, donc vous êtes confronté aussi à ce problème. Je veux dire, les médecins généralistes, le plus souvent, démarrent un traitement antidiabétique. Oui, bien sûr. Et c'est tant mieux. Ah ben bien sûr, il faut qu'ils démarrent un traitement et puis ils savent très bien le faire, ça il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'ils recourent aux spécialistes souvent quand il y a des changements thérapeutiques importants et la mise à l'insuline c'est un moment un peu particulier ou lorsqu'il y a des complications. Donc toute la première partie finalement de l'accompagnement thérapeutique c'est vraiment fait par le médecin généraliste. Alors Patrick Assayag, donc... la science progresse. C'est même des révolutions en révolution. Voilà, exactement. Et des nouveaux médicaments, des classes même thérapeutiques arrivent et qui marchent, on voit qu'ils marchent aussi bien pour le diabète que pour le cœur. Que pour le cœur. C'est nouveau. C'est quelque chose de nouveau. Il y a eu une révolution des médicaments cardio il y a une 30aine d'années et
dans le diabète, il y a une révolution qui nous a, nous, à l'extérieur des diabétologues, nous a vraiment, vraiment beaucoup impressionnés sur les médicaments du diabète. Il y a eu des grands changements. Et puis, il se trouve que certains des médicaments venant de la recherche du diabète ont un effet cardiaque et du coup sont favorables à la fois sur le diabète et sur le cœur, et y compris chez des cardiaques non diabétiques. Donc là vraiment vous voyez que ça s'élargit. C'est presque la panacée. Éric Tervé, vous aussi vous constatez l'émergence de nouvelles classes thérapeutiques, de nouvelles molécules qui... Absolument, donc on en parlait. Je reviens juste une seconde sur le dépistage, parce que, encore une fois, ophtalmo c'est compliqué parce qu'il faut avoir un ophtalmo. Cardio, ça peut être compliqué parce que moi, encore une fois, mon message que j'essaie ici, c'est pour les patients et pour les généralistes, c'est voilà, vous faites une prise de sang et un petit échantillon d'urine et vous nous appelez si nécessaire ou vous le faites vous-même si vous vous sentez suffisamment à l'aise. Pour commencer les nouveaux traitements, donc on est assez vieux pour avoir connu la révolution des bloqueurs du système rénine-angiotensine il y a en effet à peu près 30 ans, à la fois pour la cardioprotection au sens large et la néphroprotection. Puis là, il y a eu une révolution. Les diabétologues ne s'étaient pas rendus compte qu'ils avaient une pépite entre les mains. Hein, franchement, il faut le dire. On l'a démontré. Donc, mais vous l'avez démontré et toutes les études après ont montré que d'abord dans le diabète et après dans les populations non diabétiques, mais là on parle du diabète, que ce soit pour l'insuffisance cardiaque, que ce soit pour la maladie rénale chronique, et donc on va dire l'insuffisance rénale, bah oui, il y a eu une révolution. Et il y avait un édito là qui disait, est-ce qu'il ne faut pas rajouter ce type de médicament dans l'eau de robinet, tellement c'est impressionnant en termes de prévention. Non, c'est un très très grand néphrologue, on parlait des diabétologues, d'origine américaine. On va finir... je vais vous remercier parce qu'on va continuer l'émission. On va vous remercier. Je vais, Bastien Roux, merci encore d'être le porte-parole des patients. Merci, et on va accueillir Olivier Simon, qui est neurologue et qui est directeur de l'unité médicale maladie chronique chez Boehringer Ingelheim. BFM Business, Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Olivier Simon, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. Vous êtes neurologue à la base et vous êtes surtout maintenant directeur de l'unité médicale maladie chronique chez Boehringer Ingelheim. Boehringer Ingelheim, c'est un labo pharmaceutique. Oui. D'habitude, très impliqué dans le diabète, tout le monde le sait. Mais un labo, en général, ça fabrique des médicaments. Et vous voulez aller un petit peu plus loin, au-delà des médicaments. Oui, il faut aller au-delà de nos molécules. Je pense qu'on a aussi un rôle, on va dire, sociétal, dans la diffusion. Par exemple, là, on peut parler des recommandations, mais dans accompagner le système de santé pour faire mieux, pour que les patients bénéficient des bons traitements au bon moment. Et ça fait partie, effectivement, de nos engagements, très clairement. Et qu'ils utilisent les recommandations, évidemment. Les recommandations sont un exemple. Donc là, on a un exemple de travail qu'on fait, justement, qu'on a fait avec des diabétologues, des cardiologues, des médecins généralistes, des néphrologues et aussi l'association de patients. Donc on travaille ensemble pour développer des outils utiles, des choses utiles. Et on parlait du médecin généraliste, vous en avez beaucoup parlé avant, justement. Pour permettre justement de faciliter ce travail qui est très compliqué dans un environnement où actuellement le médecin généraliste, on l'entend en ce moment, il y a un manque de temps très clairement. Donc, Bastien Roux d'ailleurs le disait, qui vient de beaucoup de traitements, ils n'ont pas juste à traiter le diabète, ils ont beaucoup de choses à traiter. Donc, voilà. Donc vous avez démarré un projet, d'accord, qui s'appelle DiabetoWise. Exactement. Oui. Alors racontez-nous ce projet. Oui, avec plaisir. C'est un projet en fait qui est développé en partenariat avec une start-up qui s'appelle Semeya. Alors, et donc comme je l'ai dit, avec des diabétologues, néphrologues, cardiologues, médecins généralistes, dont une qui est ici, donc Lise participe avec nous, et nous guide beaucoup parce que nous on ne sait pas, donc on a besoin de cette expertise. Et donc cette société, cette start-up Semeya va développer, est en train de développer une plateforme. Elle est spécialiste de la télésurveillance, ils ont déjà de l'expertise de la télésurveillance. NephroWise, que j'utilise tous les jours. Exactement. Donc ils ont déjà une expertise dans l'insuffisance rénale plutôt sévère. Absolument. Et donc là, l'idée c'est de développer cette plateforme où le médecin généraliste va pouvoir entrer quelques données de base sur son patient, l'âge, le poids, les comorbidités, etc. Très rapide, ça va lui prendre très peu de temps. Les informations vont être collectées par une infirmière qui travaille pour Semeya. Cette infirmière va colliger toutes ces données, éventuellement récupérer des données manquantes, par exemple la biologie, des données biologiques, parce que le médecin il n'a pas forcément le temps d'y aller non plus, évidemment avec l'accord du patient et avec l'accord du médecin. Et donc
va utiliser ensuite une autre application qui s'appelle DiabGuide, qui a été développée par... C'est plutôt l'algorithme, c'est la partie algorithme. Exactement, c'est un algorithme décisionnel basé sur la prise de position de la Société francophone du diabète. D'accord. Dans la stratégie thérapeutique du diabétique de type 2. Donc, basé sur ça, cet algorithme va vous dire, pour votre patient, à ce moment-là de sa pathologie, il doit avoir telle classe thérapeutique, mais aussi il doit atteindre tels objectifs, par exemple glycémique, tension artérielle, etc. Les classes thérapeutiques, quelle qu'elle soit, de n'importe quel laboratoire pharmaceutique. Oui, c'est pas du tout, c'est hors. Alors oui, pour être très précis, c'est un projet totalement hors commercial. C'est médical, donc nous, on ne parle pas de produits, on parle de soins aux patients. Notre objectif, c'est que le maximum de patients soient traités le mieux possible. Et c'est par exemple, moi, si vous me demandez en tant que neurologue, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai rejoint l'industrie pharmaceutique, parce qu'on peut faire ce genre de choses qui peuvent bénéficier de façon plus large. Alors, on a des actions plus larges en face du patient. Bien sûr. Et donc, c'est un service qui s'adresse aux généralistes, principalement. Principalement aux généralistes. On peut aussi l'aider. L'idée, c'est qu'il puisse aussi lui faciliter, parce que ça a été mentionné tout à l'heure, l'accès à une téléexpertise pour pouvoir avoir un avis cardio, un avis néphro, un avis diabéto, par exemple. Et ça, c'est vous disiez, Eric Hervé, que vous utilisez déjà le NephroWise. Alors on utilise dans le service, et c'est développé d'ailleurs dans d'autres régions et dans d'autres endroits en France, donc NephroWise, qui sert en fait plateforme de téléexpertise, de télémédecine, de télésurveillance, et avec également l'infirmière, et je confirme que ça marche très bien pour la prise en charge des patients chroniques, en fait au sens large. C'est vrai que là c'est plus réservé à des personnes qui ont une maladie rénale chronique plus avancée. Lise Bordier, vous utilisez ce DiabetoWise ? Oui, moi je trouve que c'est un très bon outil parce que les recommandations évoluent. Effectivement, les médecins généralistes, c'est un métier difficile. Vous avez raison, ils n'ont pas que le diabète à traiter. Et donc, comme ça, vraiment, avec quelques données, on a tout de suite le profil du patient, les objectifs de tout, en fait, de glycémie, mais aussi de cholestérol, de tension. Enfin, c'est très rapide à faire et c'est très performant. Et ça permet de suivre un peu le diabétique entre les consultations. Exactement, d'aider. Il y a donc une infirmière qui fait une partie du travail, plus la partie, on va dire, digitale, qui aide aussi à faciliter ce travail. Et l'infirmière aussi, elle ne travaille pas toute seule. Il y a un diabétologue référent qui va l'aider. Si je peux ajouter aussi, il y a un point important, c'est que ça va participer à l'éducation des médecins aussi, parce qu'à force, finalement, d'utiliser ces nouvelles molécules, de se mettre dans les objectifs, de viser les objectifs, ils vont se former en pratiquant, ce qui est probablement la meilleure façon, notamment quand on n'a pas assez de temps. Patrick Assayag, donc c'est un bon exemple de collaboration entre les différents spécialistes. C'est vrai que les parcours de soins se sont améliorés, mais... Il reste assez, on va dire, en silo, pour employer une expression que je n'aime pas trop. Et l'étape suivante, ça sera justement la collaboration à la fois des médecins et peut-être aussi des applications. C'est-à-dire que moi, ce qui me frappe, c'est qu'en cardiologie, il s'est développé beaucoup d'applications pour les patients sur l'insuffisance cardiaque, par exemple. Et ça a un mérite, peut-être moins d'hospitalisation et sûrement une plus grande implication des patients avec une meilleure prise en charge des médicaments par eux-mêmes, etc. Et peut-être aussi un désengorgement des hôpitaux. Donc ça fait tout ce bien. Mais ça, c'est le patient. Votre projet, c'est à la fois le médecin et généraliste et le patient. Nous, c'est pas le patient. Enfin, non, c'est le généraliste. C'est le généraliste qui, lui, gère son patient. Voilà. Comme ça a été dit, c'est lui qui doit gérer son patient. Voilà. On va lui faciliter son travail et on va... Évidemment, une plateforme sécurisée. Complètement sécurisée, effectivement. Il y a tous les accords. Il y a un marquage CE aussi pour la plateforme. Enfin, tout est bien géré. Et oui, donc voilà. Alors vous avez déjà de bons retours des généralistes. Vous l'avez déjà. Pour l'instant, on a présenté, puisqu'elle n'est pas encore. Juste pour être clair, on va faire une étude aussi, parce que c'est bien de développer une application, c'est bien de développer une plateforme. Cette application permet de faire une étude aussi. On va évaluer si l'utilisation, ce sera la première étape, si l'utilisation, donc avec Semeia, c'est Semeia qui lead d'ailleurs cette partie recherche. On va évaluer si ça atteint son objectif, qui est d'avoir des patients finalement traités comme les recommandations le suggèrent. Ouais. Et d'avoir des colligés comme ça, des données de santé, ça permet aussi peut-être de faire un peu d'épidémiologie ou pas ? C'est pas l'objectif, très clairement. Après, il y a toujours des apprentissages. Dans une étude clinique, est-ce qu'on va mettre ce qui est dans l'étude clinique ? Et puis, il y a des apprentissages un petit peu à côté sur la population cible. On parlait des populations qui ont moins accès. On va voir ce qu'on peut avoir. C'est toujours intéressant. Merci justement de d'œuvrer vous aussi à l'éducation, à la sensibilisation du grand public par l'intermédiaire des médecins généralistes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.
News.